Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bombardements, explosions, sirènes, plusieurs grandes villes israéliennes visées cette nuit encore, des missiles sur Jérusalem, d'autres sur Haïfa. Bilan 4 morts, près d'une centaine de blessés. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Le dôme de fer est régulièrement vanté pour son efficacité. Il finit par être submergé par le nombre. Oui, c'est en effet ce qui se passe avec ce bilan particulièrement lourd pour cette attaque de missiles survenue aux alentours de 4 heures du matin, heure locale, 3 heures, heure de Paris. 3 personnes ont été tuées par des missiles qui se sont abattus sur la ville de Petah Tikva, l'une des localités les plus peuplées du centre d'Israël. On déplore également un mort dans la ville de Bnei Brak, à proximité de Tel Aviv. À Haïfa, dans le nord du pays, les secouristes recherchent activement 3 personnes portées disparues sous les décombres d'un immeuble d'habitation en partie effondré. En tout, plus de 70 blessés ont été hospitalisés, parmi lesquels une jeune femme très grièvement atteinte. Parallèlement, les frappes aériennes menées par Israël se poursuivent sans interruption en Iran. Dans le viseur des avions de chasse, plusieurs cibles liées à l'arsenal balistique et au programme nucléaire du régime des Mollahs, ainsi qu'un centre de commandement des gardiens de la révolution à Téhéran, la capitale. On signale également de nouvelles éliminations de haut gradé. Le chef des renseignements militaires et son adjoint ont été tués. En outre, un avion ravitailleur de l'armée de l'air iranienne a été entièrement détruit dans l'aéroport de Mashhad, dans le nord-est de l'Iran, situé à 2300 km de l'État hébreu, soit la plus grande distance jamais parcourue par l'aviation israélienne. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Vous êtes vous aussi soumis au régime des alertes anti-aériennes. On sait les Israéliens préparés, entraînés pour affronter ce type de crise. Il n'empêche, vivre sous la pression permanente des bombardements génère du stress. Charles Bouchin, c'est ce qui ressort des témoignages que vous avez recueillis auprès des habitants de Tel Aviv. Oui, toutes les nuits, c'est le même scénario. Les Israéliens sont réveillés par des alertes assourdissantes sur leur téléphone, leur indiquant une attaque iranienne. Shana a 27 ans et habite à Tel Aviv. On va dormir avec une sensation bizarre, sachant qu'on va être réveillé sans vouloir et avoir besoin de réagir très très vite. Cette franco-israélienne vit dans un immeuble ancien qui ne possède pas d'abri. Elle se réfugie alors au sous-sol d'un centre commercial en face de chez elle, aux côtés d'une centaine de personnes. Ils ont ramené du centre commercial quelques coussins, des choses pour qu'on puisse s'asseoir facilement et on se pose dans la salle et on tient la main de nos proches. Le cœur y bat très fort pendant ces moments. Et au sud de Tel Aviv, à Bat Yam, ville frappée par l'Iran, Océane vit-elle dans un appartement équipé d'une chambre sécurisée en béton armé. Elle y a installé les 2 lits de ses filles. Dans la pièce forte, on a mis de quoi tenir, de l'eau, à manger, des biberons, des couches, etc. Voilà, si on venait à devoir rester plusieurs heures, on a de quoi tenir. Et les frappes ne se concentrent plus seulement la nuit. Pour la première fois depuis la riposte iranienne, les sirènes d'alerte ont retenti hier à Tel Aviv en pleine journée. Charles Bouchin, un bilan très provisoire de ces 4 jours de bombardements croisés, au moins 224 morts côté iranien, selon le ministère de la Santé iranien, un peu moins d'une vingtaine de tués, près de 400 blessés côté israélien. À ce bilan civil, il faut ajouter le militaire. Confirmation de ce que vous disait Frédéric Simon il y a quelques instants, le correspondant d'Europe 1 en Israël. Téhéran annonce la mort du chef du renseignement des gardiens de la révolution et de 9 scientifiques du programme nucléaire. 4e jour de guerre et toujours aucun espoir de cesser le feu. Cela n'empêche pas Donald Trump de croire un accord possible entre Iraniens et Israéliens. C'est ce que le président américain a laissé entendre juste avant de décoller pour le sommet du G7. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, alors que Téhéran promet une réponse dévastatrice aux attaques israéliennes, Donald Trump, lui, le martèle. L'Iran et Israël devraient trouver un accord et ils vont le trouver. C'est ce qu'il a écrit sur son réseau Truth Social, ajoutant que de nombreux appels ont lieu en ce moment. Lui-même s'est entretenu avec Vladimir Poutine ces dernières heures, estimant que le président russe pourrait jouer les médiateurs dans ce conflit. Donald Trump, qui avant son départ pour le G7 au Canada, a renouvelé son appel aux 2 pays. Je pense qu'il est temps de conclure un accord et nous verrons ce qui se passera. Ils se battent, mais il faut qu'il y ait un accord. Donald Trump en est convaincu, l'opération militaire israélienne doit se limiter à la destruction des infrastructures nucléaires iraniennes. Selon la presse américaine, le président des États-Unis aurait rejeté un plan israélien visant à assassiner Ali Khamenei, le guide suprême iranien. Washington craint en effet qu'une telle action entraîne le conflit dans une escalade incontrôlable. Mais Donald Trump a prévenu, en cas d'attaque iranienne sur des bases militaires américaines dans la région, toute la force et la puissance des forces armées des États-Unis s'abattront sur la République islamique. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et c'est dans ce contexte de guerre Iran-Israël que vient de s'ouvrir le sommet du G7 au Canada. L'occasion pour la France de faire entendre sa voix. Emmanuel Macron, très critique sur l'appétit manifeste de Donald Trump pour le Groenland, mais pragmatique sur le pouvoir de persuasion du président américain pour ramener le calme au Proche-Orient. Jacques Serret.
Emmanuel Macron espère que ce G7 va faire bouger les lignes. Personne ne souhaite voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, mais tout le monde souhaite que la discussion et la négociation reprennent. Mais en dehors de ces multiples échanges téléphoniques... Et j'ai pu m'exprimer et échanger avec le Premier ministre Netanyahou, le président Pezeshkian, président iranien hier, et le président Trump. Le président s'en remet à la puissance américaine. Les États-Unis d'Amérique ont une vraie capacité à faire revenir tout le monde autour de la table, compte tenu du fait que la dépendance israélienne à l'égard des armes et des munitions américaines leur donne une capacité à négocier. Tout en prenant ses distances avec Donald Trump, ouvert à une médiation menée par Vladimir Poutine. Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité et a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies, puisse être en quoi que ce soit un médiateur. Une divergence qui est loin d'être la seule. Ces dernières semaines, la Maison-Blanche n'a pas du tout apprécié la volonté d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Les sports avec le football et la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Le PSG réussit son entrée dans la compétition. Victoire 4-0 des Parisiens sur l'Atlético Madrid hier soir. Les huitièmes de finale sont pratiquement en vue. La Formule 1, victoire de George Russell sur Mercedes au Grand Prix du Canada. Il devance Max Verstappen et son coéquipier Kimi Antonelli. La première Ferrari, celle de Charles Leclerc, termine 5e. Pas à la fête le cheval cabré, sauf en endurance. Victoire et triplé Ferrari aux 24 heures du Mans. 3e succès consécutif, Christopher Philoc. Oui, au terme d'une course à suspense lancée pour l'occasion par le tennisman suisse Roger Federer. Pilote, démarrez vos moteurs. La Scuderia écrit une nouvelle page d'histoire avec ce 12e succès. La Ferrari numéro 83, avec à son volant notamment l'ancien pilote de Formule 1 Robert Kubica, s'impose après 386 tours. La réaction à l'arrivée du premier Polonais à gagner cette course légendaire. Gagner Le Mans, c'est spécial. C'est l'une des courses les plus difficiles. Il y a quelques années, j'ai été tout proche de la victoire pour ma première participation quand j'ai dû abandonner dans le dernier tour. Mais cette fois, tout était parfait. Un succès décroché devant 332 000 spectateurs et qui consacre la domination de Ferrari. Grâce à cette 3e victoire d'affilée, la marque au cheval cabré profite d'un privilège rare. D'habitude, les vainqueurs ne repartent qu'avec une réplique miniature de la coupe. Cette fois, le grand trophée de la course trônera au musée de la marque en Italie, à Maranello. Christopher Philoc, tiens, il faudra être à l'heure. Vous êtes peut-être en voiture, mais attention aux limitations de vitesse. 8 heures, c'est le début de l'épreuve de philo pour 530 000 élèves des terminales générales et technologiques. C'est bien sûr le jour du bac, le grand jour. Ah là là, quelle angoisse à 52 minutes de l'ouverture des épreuves. Bon courage à tous les bacheliers et les candidats bacheliers. Bon, ça va bien se passer. Et aux parents qui stressent actuellement aussi. Avec le contrôle continu, ils savent déjà s'ils l'ont ou s'ils l'ont pas globalement. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.